Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous abordons les défis et perspectives de l'imagerie médicale en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau d'abord Madame Marie-Josée Mwaka Diela. Elle est présidente du Conseil national des professionnels de l'imagerie médicale en République démocratique du Congo. Madame Marie-Josée, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et elle n'est pas seule, elle est accompagnée du vice-président Jean-Claude Lumbu, qui est aussi un professionnel de l'imagerie médicale. Monsieur Jean-Claude, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est notre plaisir de vous dire aussi merci. D'accord. Première question, madame. Lorsqu'on parle de l'imagerie médicale, à quoi fait-on allusion? Merci beaucoup. L'imagerie médicale, en fait, c'est une discipline de la médecine. Mais cette discipline est utilisée, n'est-ce pas, pour l'acquisition des images, ok? Et l'acquisition des images et la restitution de ces images du corps humain, mais en utilisant des phénomènes physiques. Et ces phénomènes physiques, c'est par exemple les phénomènes d'absorption par les rayons X, il y a aussi les phénomènes d'absorption par les ultrasons, il y a aussi l'IRM, il y a aussi la radioactivité avec les radioisotopes. Et donc, parce que les comètes mortels, quand on parle image, il y a des photos, des photos normales qu'on voit partout avec les photographes, parce qu'on parle image. Oui. Et ce n'est pas cette image-là. Non, bon, c'est la photo, c'est la photographie du point de vue principe, ok? Maintenant, l'imagerie médicale se penche sur le diagnostic et les traitements. Et les diagnostics, c'est par rapport au corps humain, ok? Donc, à l'aide de l'imagerie médicale, le médecin peut traiter les malades par la réponse donnée par l'imagerie, c'est-à-dire la maladie qui se trouve dans le corps humain. Donc c'est un peu la différence. La photo normale, il vous fait la photo de vous, c'est le physique, ok? Mais l'imagerie va à l'intérieur. Donc il projette, n'est-ce pas, les images internes du corps sur un support qui va être analysé pour le traitement. Monsieur Jean-Claude, pouvez compléter, madame, ou bien elle a tout dit? Oui, je peux donner un exemple qui soit beaucoup plus compréhensible. Ouais. La photo ordinaire se limite à l'apparence, mais l'imagerie, par exemple la radiographie, le scanner, l'IRM, l'échographie, ces moyens pénètrent à l'intérieur de l'organisme grâce à la connaissance de l'anatomie. Nous pouvons à ce moment-là déceler qu'il y a ici une structure anatomique qui est portée atteinte et qu'on appelle de comète mortelle une pathologie, une maladie. Et c'est à ce moment-là que nous allons rendre le diagnostic de cette maladie. Et le clinicien qui a demandé qu'on puisse faire cette imagerie, il a sa réponse pour pouvoir traiter la personne. Donc la différence entre les deux est que la photo ordinaire se limite seulement à une apparence à l'extérieur, mais tandis que l'imagerie utilise les moyens qui vont voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Ah, d'accord. Mais quand même, c'est toujours l'œil qui va voir. C'est toujours l'œil qui va voir. À l'intérieur. Exact. Toujours. D'accord. Toujours. Alors, donc, pour la meilleure compréhension de ceux qui nous suivent, c'est que lorsque la personne dit j'étais allé à la radio, on a demandé les scanners, et on a demandé qu'il passe à l'échographie. Donc les différentes images là, c'est ce qui compose l'imagerie médicale. Alors, quand est-ce qu'on a introduit l'imagerie dans la médecine, et surtout dans la médecine congolaise? Ok. D'abord, il faut rappeler que l'imagerie est née de la découverte des rayons X. Okay? Tout part de là, depuis 1895, par un physicien allemand
Et après lui, il y a eu plusieurs découvertes par rapport à la radioactivité, par exemple. Il y a toute une histoire, on ne saura pas en parler ici, mais nous pouvons noter que vers les années 60, la médecine, la radiologie a commencé à évoluer de manière un peu disparate parce qu'il n'y avait pas encore des personnes formées à ce moment-là. Mais dans notre pays, nous pouvons vraiment dire que l'imagerie s'est précisée vers les années 70. Vers les années 70. Et d'ailleurs, en 1973, on a ouvert la section imagerie à l'ISTEM. Donc c'était ces années-là finalement que les gouvernements ont pris conscience et la section imagerie médicale encore technique de radiologie à ce moment-là a été ouverte et donc les premiers qui sont sortis de là c'était en 76. Et là on peut dire que les enseignants qui devaient former au Congo provenaient d'où? Parce qu'on n'avait pas encore introduit l'imagerie. Exactement. Et beaucoup étaient de l'Europe, venaient de l'Europe. Nous avions des Blancs à un moment donné. Et quelques Noirs aussi du Congo, de l'université ou du KRENCA, du centre nucléaire, parce qu'il y avait beaucoup de physique, beaucoup de mathématiques, de chimie. Et donc là, nous avions des experts déjà sur place. Et après, il y avait aussi quelques expatriés qui ont enseigné. Et puis, bon, après, les Congolais ont pris la relève. Et là, on peut comprendre que, concernant l'imagerie, M. Jean-Claude, il n'y a que les physiciens, les chimistes qui sont là. Il n'y a pas de médecins. Non. Vous avez les biologistes. Vous avez les anatomistes. Enfin, c'est une formation qui reprend plusieurs disciplines. C'est une formation qui ne se limite pas. Bon, si nous parlons de la physique, parce que c'est au moyen de la physique que nous obtenons les rayonnements. Bon, alors quand nous utilisons les rayons pour aller examiner le corps humain, c'est biologie, c'est la chimie. Alors là, nous devons aussi avoir la connaissance. Donc, c'est toutes ces multidisciplines qui font pratiquement l'imagerie médicale. Et là, ça ne se limite qu'au corps humain. L'imagerie. Pas des arbres, pas d'animaux, on se limite au corps humain. Oui, dans le diagnostic de pathologie, on se limite au corps humain, mais la recherche peut aller au-delà, parce que les rayonnements abîment aussi l'environnement. L'environnement, ça c'est un autre secteur. Un autre secteur, je crois. C'est notre aspect de lorsqu'on a abordé quelque part de très loin, on abordera de la radioprotection. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire qu'avec l'apport de l'imagerie ou l'avènement de l'imagerie dans la médecine au Congo a apporté quelque chose? Si oui, quelles sont les indications, les différentes indications de l'imagerie? Je crois que l'amélioration des soins de santé, de la qualité des soins de santé, non seulement ici en RDC, à travers le monde, l'imagerie médicale a apporté vraiment, je dirais, un développement remarquable. Nous sommes partis d'abord de la radiologie simple, on a évolué, l'échographie est arrivée, il y a le scanner, il y a l'IRM et le développement technologique est toujours à la pointe. Mais quand nous diagnostiquons toutes ces maladies, prenons le cancer, quand il est examiné cliniquement, et puis avec l'anapath, anatomie pathologique, bon, on peut aussi illustrer des images. Et à ce moment-là, le clinicien est vraiment entouré de tous les diagnostics qu'il faut pour prendre en charge la personne qui souffre de ce cancer. Décider quel médicament administrer, quelle opération. On peut prendre encore une autre indication, par exemple la fracture d'un os. Bon, il y a plusieurs formes de fractures, mais le clinicien, comment est-ce qu'il va s'y prendre pour réduire cette fracture, pour faire la réduction de cette fracture? S'il n'a pas des images. Bon, à l'indigène, je sais comment nos ancêtres, comment est-ce qu'ils faisaient pour aveuglement. Et ils le faisaient aveuglement. Aveuglement, oui. Mais aujourd'hui, avec des images, le clinicien, donc l'orthopédiste, sait
comment s'y prendre pour faire cette réduction. Ça, ce sont des indications. Vous souffrez par exemple de la tuberculose. Il y a le laboratoire qui doit nous dire qu'il s'agit de tel microbe, le bacille de Koch. Mais il y a l'imagerie, si déjà il y a atteinte peut-être pulmonaire, par exemple, ce qui est fréquent. La radiologie, l'imagerie médicale peut arriver à confirmer le diagnostic que voilà l'étendue de cette pathologie dont on vient de découvrir l'agent causal, donc l'étiologie, voilà son étendue, par exemple, dans le corps de la personne qui en souffre. Alors, madame, vous allez compléter, mais je voudrais revenir sur ce que Jean-Claude vient de dire. En cas, par exemple, de la fracture, lorsque les ancêtres utilisaient aveuglement, et ça réussissait, mais et encore avec l'imagerie médicale, ça réussit. Ici, on le fait avec l'aimant, ça réussit. Ici, c'est avec l'imagerie. Est-ce qu'on peut condamner cette façon de faire traditionnelle ou on peut l'adopter mais y ajouter un plus, par exemple? Je pense que nous ne saurons pas dire grand-chose par rapport à la médecine traditionnelle parce que nous n'avons pas les données. Nous n'avons pas les données et je néglige pas la médecine traditionnelle. Mais nous avons eu des cas où ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et comme nous n'avons pas de données, on ne s'est pas entré dedans. Mais je pense que lorsqu'on sait voir la forme, la taille, la dimension, la topologie, tout ça, on fait mieux en tout cas. Pour le traitement, on est à l'aise. On le fait en connaissance de cause. En connaissance des causes. Pas aveuglement. Non, parce que l'imagerie... L'imagerie est devenue vraiment incontournable en médecine. Il donne non seulement le diagnostic, parce qu'il faut qu'ils disent on a découvert il y a tel problème dans le corps humain. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il doit dire aussi quelle est l'évolution de la maladie au stade de la découverte. L'imagerie qui doit dire ça. Et lorsqu'il dit ça, elle ne s'arrête pas là. Elle doit encore dire est-ce que cette maladie est locale ou il commence à atteindre les organes voisins. L'imagerie doit le dire. Elle ne s'arrête pas là. Elle doit encore donner le pronostic. Lorsqu'on a vu ce qu'on a vu là, est-ce qu'il faut traiter médicalement ou il faut aller en chirurgie ou il faut faire la radiothérapie? Tout ça, l'imagerie fait ça. Et donc, le médecin, la médecine, disons, ne peut plus se passer de l'imagerie parce que, surtout quand c'est bien fait, il y a un diagnostic précis et la prise en charge est vraiment notable et voulue vraiment et acceptée. D'accord. Vous avez à dire, M. Jean? Non, je crois que tout est dit, mais je me réserve tout simplement de dire est-ce qu'il faut condamner? Non, on ne condamne rien. On ne sera pas condamné. Quand la tradition fait quelque chose, c'est par rapport à ses moyens. Que ça réussisse ou pas, c'est par rapport aux moyens qui sont réunis à sa portée. Mais l'imagerie médicale, nous disons là, on travaille avec l'œil, on regarde ce qu'il y a. Et c'est tout ce que madame a développé ici. Alors, quels sont les différents types d'imagerie qu'on doit voir? Jusqu'aujourd'hui, depuis la découverte jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, nous avons énuméré la radiologie, l'échographie, le scanner, l'IRM. Nous avons aussi, ça c'est la discipline. La scintigraphie. La scintigraphie aussi, mais c'est dans le cadre de la médecine nucléaire. Parce que l'imagerie comme telle, il faudrait bien spécifier les choses. Il y a au moins 3 disciplines clés. Il y a le diagnostic, il y a le traitement et il y a la radioprotection. Alors, quand nous parlons du diagnostic, là nous avons la radiologie conventionnelle, c'est ce qu'on dit souvent à Lingala Zungu Akala. Et vous avez l'échographie, et vous avez le scanner et l'IRM que nous avons déjà relevé. Bon, alors maintenant quand nous allons dans le traitement, nous avons la radiothérapie, et nous avons aussi la médecine nucléaire, et puis dans la médecine nucléaire, c'est là où nous parlons de la scintigraphie. Je crois que c'est
le traitement. Alors, il y a d'autres techniques. Madame, je voudrais que vous puissiez nous permettre, avec les téléspectateurs, de comprendre. Quand on va à la radio, vous avez besoin, on a besoin de quelle image? Quelle est la différence quand on quitte de la radio, on va à l'échographie par exemple, ou au scanner, quand est-ce qu'on demande les images du scanner, et puis à la scintigraphie, que les gens comprennent la différence entre, et même l'IREM, vous l'avez dit, quand est-ce qu'on doit, on exige l'IREM, et l'IREM c'est quoi pour la compréhension du commun des mortels? Ok, bon, la radiographie conventionnelle, avec des examens qu'on appelait des routines, on a aussi des examens spéciaux, où nous utilisons les produits de contraste pour augmenter les contrastes dans les organes qui sont peu contrastés. Et donc là-bas, on utilise les rayons X, en radiographie et en scanner. On utilise les rayons X. Et les rayons X, pour les communs des mortels, ce sont des rayonnements ionisants électromagnétiques, c'est-à-dire ces rayonnements, lorsqu'ils entrent en contact avec la matière, ils ionisent la matière. Si les téléspectateurs peuvent encore se rappeler de l'ionisation et excitation. Donc c'est ça le rôle. Et lorsqu'ils ionisent la matière, dans le matériel que nous utilisons, nous avons un récepteur qui, n'est-ce pas, reçoit le signal de cette atténuation des rayons X de la matière qui est envoyé sur l'écran. Pour l'instant, maintenant, on a déjà un écran, parce qu'on est dans la numérisation, mais dans les temps, nous utilisons des cassettes, où il y avait des écrans renforçateurs à l'intérieur et un film radiologique, et ces films-là qui sera impressionné par l'image transmise par les rayonnements. Ça signifie que quand les rayons pénètrent le corps, peut-être ça éclaire l'endroit où il y a la maladie, ça ramène, et ça permet qu'on prenne une image pour permettre au docteur d'étudier. Là, c'est à la radio. Là, c'est à la radiologie. La même chose en scanner, parce que ce sont aussi les rayons X. Mais la différence en scanner, c'est une imagerie en coupe. Donc nous avons 3 dimensions. Donc on coupe en tranches une partie, la partie qu'on veut examiner, et on les découpe en tranches et on a plusieurs images de cette partie. Vous voyez? Donc c'est à ce moment-là le scanner va donner un peu plus de détails. De détails sur l'image. Et lui aussi, le scanner, il a un support. Nous pouvons imprimer les images, n'est-ce pas, sur un film radiologique qu'on appelle maintenant cliché. Et maintenant, nous avons, comme c'est l'informatique, donc on peut garder sur CD, on peut imprimer sur papier A4, et donc c'est ça. Mais à l'échographie, nous utilisons les ultrasons. Les ultrasons sont tous des rayonnements aussi électromagnétiques, mais pas aussi dangereux que les rayons X. Et là, nous avons maintenant une sonde que nous utilisons, que nous plaçons sur le corps du patient, ça dépend de l'examen. Évidemment, nous avons les gels que nous mettons pour faciliter le passage des ultrasons. Et cette sonde-là joue 2 rôles. Non seulement il transmet les ultrasons, n'est-ce pas, à travers la sonde vers l'organe, mais il récupère aussi ce signal-là de l'organe qu'il renvoie maintenant à l'écran pour que maintenant celui qui travaille puisse voir l'image interne au niveau du corps. Et à ce moment-là, bon, quand vous voyez, vous décrivez ce que vous voyez. Il y a toujours une sémiologie. Et pour conclure après, donc ça c'est l'échographie. L'IRM aussi est une imagerie en coupe pour visualiser les organes internes, surtout très bien pour le cerveau. Mais lui utilise une propriété d'aimant avec un apport d'hydrogène. Et donc c'est un peu ça, un peu la différence. Et quand est-ce qu'on utilise l'IRM sur un malade, peut-être un malade mental? Bon, ça dépend des indications. Ça dépend des indications. Ça dépend du clinicien, du médecin qui décide après des examens. Si, parce que par exemple, l'IRM n'est pas favorable aux os.
Ok. Et donc, les médecins choisiront le scanner, par exemple. Mais pour les organes denses, les médecins choisiront l'IRM. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord. Alors, monsieur Jean-Claude, la scintigraphie, vous n'avez pas parlé, hein? C'est parmi aussi les moyens pour avoir l'image. Oui, tout à fait. Bon, là, je crois que, comme je n'ai pas beaucoup plus évolué dans la scintigraphie, on utilise les caméras. Non, je peux dire quand même quelque chose. La scintigraphie, c'est aussi une imagerie, mais qui utilise les radioisotopes, qu'on peut appeler aussi les radiotraceurs, qu'on peut appeler aussi les radiopharmaceutiques. En fait, ces produits-là sont des médicaments, mais qui ne soignent pas, n'est-ce pas, mais qui permettent aux techniciens de faire l'examen, de découvrir la maladie. Qu'est-ce qui se passe? On peut soit, ce sont des produits radioactifs, hein, donc vraiment il faut des précautions pour les utiliser. Soit on injecte dans les corps, par la veine, ou soit on peut vous faire avaler, on peut aussi vous faire inhaler, ça dépend des examens. Et lorsque le malade avale ou ingère ces produits, il devient radioactif. Ça va être un produit radioactif. Maintenant, les signaux que rapporte disons la radiodistribution, ok, parce que le produit va circuler, s'il est dans la veine, va circuler dans le sang, ok, et arriver, parce qu'il y a des produits spécifiques pour tel organe. Il va alors arriver, parce que si vous voulez faire la thyroïde, scintigraphie de la thyroïde, vous allez utiliser l'iode 131, et cette iode-là doit arriver au niveau de l'iode. Et si vous avez, il y a un écran qui est la gamma caméra, qui va retenir et prendre, disons, ces signaux, et vous verrez sur l'écran la distribution, n'est-ce pas, de cette énergie-là, tout au long de l'organe, et qui va se fixer à l'organe préférentiel. À ce moment-là, maintenant, bon, on peut interpréter, on peut prendre des images, il y a des images d'hyposignal et d'hypersignal, et ainsi de suite. Alors, c'est bien, mais lorsque vous parlez des rayons X, et vous avez parlé aussi des isotopes et consorts, ce n'est pas à la fois ça donne l'image, ça donne les résultats, ce qu'on veut, à la fois ça dérange aussi le corps, c'est ça? Ah oui, c'est nuisible aussi. C'est nuisible, Et que faire? Parce qu'on dit toujours à quelque chose de malheureux, mais je ne comprends pas. Lorsqu'on veut avoir l'image, c'est vrai, les rayons X aident, mais entre-temps, ils sont destructeurs du corps humain. Monsieur le journaliste, les rayons X, c'est du feu invisible dans l'organisme humain. Donc, à toutes les cellules vivantes, à la rencontre avec les rayonnements ionisants, si la dose est au-delà de la dose qui devait être réalisée, elle peut nuire. Ce rayonnement plutôt peut nuire. Donc à ce moment-là, les rayons X deviennent nuisibles à l'organisme humain. Et là, quelles sont les conséquences dans le corps? Les conséquences, c'est que vous allez développer des brûlures. Vous allez développer de pathologies du genre brûlure. À ce moment-là, même atteinte dans le système sanguin. Au niveau de la peau, il y a des organes qui sont hypersensibles. Les yeux, hein, les reins, par exemple. Tout ça, quand vous ne dosez pas convenablement les rayons X, eh bien, vous allez endommager l'organisme. Voilà pourquoi il y a la protection qui doit être très bien calculée. Et nous parlons de la radioprotection. Mais ce que je voulais signaler, monsieur le journaliste, peut-être que le commun des mortels ne comprend pas que quand il va faire un examen de radiologie, c'est un examen qui est en tout cas demandé par le médecin, donc le clinicien, mais qui doit être justifié quand je reçois la demande d'examen. Moi, en tant que radiologue, je reçois la demande de l'examen, par exemple, du crâne, thorax, ou je ne sais pas quel organe. La première des choses, qu'est-ce qui justifie cette demande de cet examen? Pourquoi on doit faire cet examen? Est-ce qu'il y a vraiment
importance que cet examen soit fait. Ouais. Au cas où je dois faire cet examen, quel sera l'apport de la dose que je dois devoir calculer pour obtenir l'image sans que j'endommage le corps humain. Le corps humain. Il faut avoir ce qu'on appelle l'éthique, la conscience, Ouais. parce que vous avez affaire à un corps humain. Ouais. Nous portons les blouses blanches. Ouais. C'est nous qui contribuons à ce que la vie soit respectée. Ok. Je n'ai pas à détruire la vie. D'abord, je vais en souffrir moi-même dans ma conscience. Donc, par contre, quand je reçois mon malade, je dois le protéger. D'où l'importance de la radioprotection. D'accord. Les gens... Oui, oui, je reviens à vous, mais je dis parce que vous avez un conseil national des professionnels d'imagerie médicale. Je peux comprendre que à tout moment vous tapez sur eux pour qu'ils puissent respecter ces consignes. Oui, en fait, avant d'entamer cette réponse, je reviens un peu par rapport à ce que mon confrère a dit. La radioprotection, c'est la protection radiologique. Okay. Qu'est-ce que nous protégeons? Nous protégeons les personnes, que nous appelons les publics. Nous protégeons les malades. Oui, voilà. Et nous nous protégeons aussi nous-mêmes. Ok. Alors, pour assurer cette radioprotection dont tu parles, il y a des exigences. Ouais, voilà. Et ces exigences, c'est la justification. C'est un principe trois principes fondamentaux de la radioprotection. Il y a la justification. Donc, l'acte doit être justifié. Donc, lorsque les médecins nous font des demandes d'examen, qu'ils mettent les renseignements cliniques. À partir de là, nous savons qu'est-ce que nous devons faire. Il a parlé de la dose. En fait, c'est l'optimisation. C'est-à-dire, il faut réduire le plus possible la dose, mais pas au détriment du résultat. Parce qu'il ne faut pas que les résultats soient entamés, biaisés. Mais la dose, vous devez la réduire. Et pour la réduire, nous avons appris à l'ISTEM, à l'Institut, comment, du point de vue technique, on peut réduire cette dose-là. OK? Alors, la troisième, c'est la limitation des doses. Bon, cette limitation des doses ne s'applique pas directement aux patients, mais surtout au personnel. Mais on devait arriver à ne pas dépasser la dose seuil. Donc, tout le monde doit connaître qu'il faut limiter la dose. On limite pourquoi? Pour éviter les effets néfastes des rayons X. Alors, après ça, comme vous m'avez demandé de faire un peu comme la police, oui, mais nous-mêmes déjà à l'Institut, on a appris des règles de radioprotection. Ok? Des règles de radioprotection pour se protéger, n'est-ce pas? Soi-même d'abord. Il y a la règle de la distance. Ok? Il y a l'utilisation des écrans de protection. Ok? Qu'on doit utiliser pour ne pas nous faire irradier. Et nous avons dans le service, bien que ce n'est peut-être pas très bien suivi, nous devrions avoir une personne compétente, qu'on appelle un PCR, qui suit ça. Est-ce que le technicien qui travaille, est-ce qu'ils suivent eux-mêmes d'abord les règles de protection? Et là où ils travaillent, est-ce qu'ils ont les matériels? Parce qu'il faut avoir les écrans de protection. Il y a la protection collective, d'abord par rapport à l'installation déjà, parce que le problème que nous avons, l'autorité de réglementation ou les autorités qui devaient suivre doivent veiller sur ça. Lorsqu'on veut construire un centre de radiodiagnostic, surtout si on veut mettre les rayons X, on doit déjà penser à l'installation déjà. Donc, les murs en béton et tout ça, feuilles de plomb si vous voulez. Et puis, voir si les travailleurs ont des équipements individuels de protection. C'est-à-dire donc des tabliers plombés, des caches thyroïdes, caches sexe, les lunettes plombées, ainsi de suite. Donc c'est tout ça que nous devons vérifier. Et il y en a lorsque vous mettez à contrôler les différentes structures médicales, vous vous rendez compte qu'il y a tout ce que vous évoquez.
Il y en a dans certaines structures et il n'y en a et pas là assez où il dans n'y en a d'autres. pas, donc, et les corps médicaux et les malades sont, Bon, sont exposés. là où il n'y en a pas, certainement qu'ils sont exposés. D'ailleurs, nous sommes maintenant en train de vouloir mener une étude de ce genre. Ouais. Et ce n'est pas nous ne sanctionnons pas les institutions. Nous avons l'autorité de réglementation qui devait suivre ça. Ouais. Mais nous savons qu'il y a, et nous pouvons dire qu'il y a des structures qui ne sont pas conformes. Nous le savons qu'il y en a, mais bon, ça c'est nous posons les problèmes, mais vous avez une tâche ardue. Oui, absolument. Alors, venons-en à la qualité. On était en train de parler des utilisateurs d'outils d'imagerie médicale. Oui. Qui doit manipuler les différents appareils? L'utilisation du matériel en imagerie médicale, en tout cas, nécessite une formation et le cycle ou le cursus qui jusqu'à ce jour à l'Institut supérieur de technique médicale, c'est l'imagerie médicale. Donc à l'époque c'était d'abord la radiologie, aujourd'hui c'est l'imagerie médicale. Il y a le cycle de 3 ans, il y a le cycle de 2 ans, le deuxième cycle, et aujourd'hui il y a le 3e cycle qui va jusqu'à la thèse doctorale. Ok. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qui était dans l'histoire, en 1973, on a commencé la formation en radiologie. Ouais. Après 3 ans, nous étions capables de pouvoir produire les images et donner le point de vue par rapport à la radioanatomie de l'image que nous avons donnée. Ouais. Et nous pouvions savoir cette image est porteuse d'une pathologie, donc d'une maladie. Alors, quand le cycle de licence est arrivé, disons avec le graduat, l'utilisation du matériel est faite. Ok. Donc, on peut manipuler tous les matériels, les appareils de l'imagerie médicale dans une institution de santé. Donc, il n'y a pas de charlatan dans ces domaines. Non, il ne devrait pas avoir de charlatans. Nous sommes en train de lutter pour ça. Parce qu'à un moment donné, comme il a dit, dans l'ancien temps, dans l'histoire, on a utilisé des infirmiers, on a utilisé des techniciens de l'ISTA et tout ça, pour remplacer le technicien. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Et nous sommes en train de lutter pour que partout où il y a une structure d'imagerie médicale, que soient utilisées les personnes formées dans les institutions agréées de l'État. Et là, vous parlez de Kinshasa, et à travers le pays, c'est comment? C'est la même chose. C'est encore pire, parce que le Congo est grand. Hein, parce que je sors d'un colloque, du CGA qui a fêté ses 65 ans d'existence. Il y avait un débat houlé par rapport à ça. Donc, là, on appelle les gens même sur la natte, à l'intérieur. Lorsque vous ne connaissez pas le risque du métier, et vous exposez vous-même et vous exposez aussi les malades. D'accord. Or, nous avons un problème. On a failli oublier pour la radioprotection. La protection, c'est aussi le suivi dosimétrique des travailleurs. Or, ce suivi dosimétrique n'est pas fait correctement. Et donc, si nous continuons encore à avoir des gens qui n'ont pas la formation, là, donc le conseil a un travail. Tout à fait. On va y revenir. Monsieur Jean-Claude, quelle est la mission principale, voulue ou dévolue à tout technicien d'imagerie médicale? Bon, la mission est celle de rendre, de donner les soins par l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est pratiquement une unité de soins de santé primaire. Alors nous devons aussi participer aux soins de la population. C'est ça la mission. Pratiquement, c'est cette mission-là qui est dévolue à toutes les institutions qui forment les agents de santé. C'est pour soigner. Et alors nous soignons par l'imagerie médicale. Et nous voulons bien que cette vocation, ou si vous voulez ce devoir, puisse s'améliorer davantage avec l'équipement, avec les conditions de travail. Et là, nous pouvons mieux faire. Bon, nous avons de la volonté
Mais si les conditions ne sont pas réunies, bon, on parle seulement des conditions de travail. Maintenant, de plus en plus, on parle des conditions de travail et de vie. D'accord. Donc, il faut réunir les deux. Au cas où les conditions de vie ne sont pas réunies, non, je n'ai pas... autre chose, alors que là, c'est la vie. Je ne fais pas la déduction. Ouais. Au fait, l'État congolais est suffisamment organisé. Ouais. Il sait à quel moment il doit motiver ses travailleurs, ses agents, pour les mettre pratiquement à l'abri de toutes sortes d'une vie qui ne soit pas vraiment, qui ne réponde pas à une certaine dignité humaine. Ouais. Donc nous devons lier tous ces aspects-là parce que nous savons le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Ouais. Donc le travail qui est le nôtre, c'est un travail d'abord qui n'est pas seulement unilatéral, mais qui doit être en tout cas dans les deux sens. Ouais. L'État apprête les conditions qu'il faut, les conditions de travail, les conditions de vie. Et à ce moment-là, nous venons donner ce que nous avons, ce de quoi nous sommes capables. D'accord. Alors, Madame la Présidente Marie-Josée Mwaka, vous êtes à la tête d'une structure, le Conseil national des professionnels d'imagerie médicale. Est-ce que vous pouvez nous rassurer de la qualité des outils utilisés à travers le pays, dans les différentes structures? Ok. Pour avoir mené une petite enquête qui certainement sera publiée incessamment, je peux dire qu'il y a des efforts considérables, notables, qui sont faits par le gouvernement dans les institutions de l'État. Le gouvernement a donné des appareils à l'État. Le contrat, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a dans les hôpitaux de l'État, les hôpitaux généraux, les hôpitaux tertiaires et tout ça. En tout cas, maintenant, nous avons des appareils conformes. Nous n'avons peut-être pas dans ces AGR ou dans ces hôpitaux tertiaires le plateau technique complet. Ok, ça nous n'avons pas encore trouvé un plateau technique complet, même dans certains hôpitaux tertiaires. Je peux donner un exemple aux cliniques universitaires, qui est une grande structure. Il n'y a pas encore l'IRM. Ok, donc il y a des problèmes par-ci par-là, mais au niveau en général, au niveau des institutions de l'État, des efforts considérables ont été faits. Et maintenant, il y a presque dans toutes les structures de l'État, maintenant, il y a la numérisation à part. Alors, il y a certains privés, les privés avec P majuscule, parce qu'il y a des privés avec P minuscule. C'est encore vraiment exceptionnel. On sent que il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Il y a des appareils modernes. Et souvent, c'est des gens qui travaillent chez l'État qui sont utilisés. Oui, évidemment, c'est... Qui nourrissent leur structure avec... Absolument. Bon, là, on note pas dedans, mais c'est comme ça. Ils utilisent ces gens-là. Et maintenant, le problème, c'est dans les privés avec P minuscule. C'est là où l'État doit ouvrir les yeux, où il n'y a pas vraiment encore de structures, des appareils fiables. Et nous ne saurons pas peut-être suivre, on peut donner des conseils, mais réglementer, c'est vraiment... Et donc, le conseil n'est composé que des cadres et agents de l'État? Ou bien il y a aussi des privés au sein de votre conseil? Le conseil est composé des membres de droit d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont fini à l'université, à l'Institut supérieur, ils ont le diplôme, ils sont membres de droit, mais les membres effectifs, ce sont ceux qui font la demande. Ok? Donc, la condition, à ce moment-là, nous le repérons. Ce sont des techniciens radiologues. Et maintenant, nous avons aussi des adhésions des étrangers, ok, des non-congolais, mais qui viennent travailler ici. Donc, ils amènent leurs documents, nous avalisons, ils remplissent un formulaire et ils ont la possibilité maintenant de travailler au Congo. Donc, il n'y a pas que maintenant les Congolais. Alors, quel est l'objectif du conseil? Le conseil doit d'abord assurer l'éthique,
la déontologie de la profession. Ouais. Il doit défendre pratiquement le professionnel dans son métier. C'est la maison qui garde en quelque sorte tout ce qu'il y a comme richesse, tout ce qu'il y a comme potentiel. Je me rappelle dans le temps, nous terminions à l'université et les affectations sortaient sur des journaux. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais le conseil, quand nous finissons, le conseil repère déjà, comme madame venait de le dire, voilà, cette année, il y a eu telle promotion. Bon, nous avons appris, mais ils doivent se manifester, c'est-à-dire doivent faire leur adhésion. Ça, c'est le conseil qui doit pouvoir le mener. Qui travaille où? Est-ce qu'il suit les normes? Est-ce qu'il est vraiment outillé sur le plan éthique? Est-ce qu'il réunit les conditions psycho-affectives, c'est ce que j'ai dit, les conditions de vie, pour pouvoir, les conditions de travail. Oui, pour pouvoir jouer le rôle qui lui revient, de ce dont on attend de lui. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le conseil, c'est pratiquement l'organisation. L'État ne saura pas regarder dedans. Mais par contre, le conseil peut être collaborateur de l'État pour pouvoir bien assurer la profession. Alors, vite là, parce que notre temps est fini. Madame, quels sont les défis auxquels fait face votre structure? Nous sommes une structure professionnelle qui totalise... Apparemment, vous avez tout, hein? Qui totalise déjà cette année 48 ans d'existence. 48 ans, donc vous avez tout. Donc vous nous ne sommes plus des enfants. Il n'y a pas de défis. Oui, non, bon, les défis, si, parce que nous avons 48 ans d'expérience. Et maintenant, nous devons aspirer à un ordre professionnel. Parce que nous ne pouvons pas rester association. Donc Oui, nous avons fait nos preuves, nous avons organisé des congrès nationaux et international. Nous avons organisé des colloques, des journées déontologiques, des journées scientifiques. Et nous envoyons les rapports aux autorités. Et donc, pour un peu parler de ce que lui et mon confrère a dit, nous avons un code spécifique déontologique par rapport à notre pratique. Et donc, nous devons vulgariser ça. Et nous avons déjà même un projet de loi que nous avons introduit à l'Assemblée nationale. Et donc nous attendons les répercussions parce que nous devons... Donc il y a une différence quand vous êtes un conseil et quand vous êtes un ordre. Allez-y, Papa Lou. Oui. Quand on est conseil, bon là effectivement nous travaillons déjà. Ce n'est pas encore étroitement en collaboration avec l'État. Mais quand nous mions en ordre, par exemple l'ordre de médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmiers, oui. Bon, à ce moment-là, l'État a un répondant de manière directe. Et chaque fois quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, nous savons à qui nous adresser et obtenir gain de cause. Donc, c'est-à-dire parler de la profession à l'autorité de manière vraiment responsable et de manière conséquente. Aujourd'hui, le conseil, bon, nous sommes encore entre nous, nous sommes encore au niveau de la profession, en train de voir comment ça fonctionne. Prenons le cas. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre des charlatans. Madame l'a dit tout à l'heure, il faudrait que l'autorité puisse pouvoir interdire cela. Nous pouvons interpeller ceux qui utilisent des gens qui n'ont pas été formés. Mais nous n'avons pas la police comme telle d'aller les faire arrêter. Nous serons un ordre, il y aura de la réglementation par rapport à ça. Chez les médecins. À ce moment-là, avant de pratiquer, venez avec les docteurs. Vous êtes répertoriés. Voilà. On termine le 8 novembre de chaque année. Le monde entier célèbre l'imagerie médicale. Et pour cette année, le 8, vous avez une activité. Quelle année le mobile et quel est le thème choisi pour cette année? Chaque année, le 8 novembre, le monde entier célèbre la découverte des rayons X. C'est vraiment une grande fête.
pour commémorer, n'est-ce pas, cette journée. Mais elle ne s'est faite pas comme les fêtes normales. Okay? Elle s'est faite par des échanges, n'est-ce pas, entre professionnels d'imagerie médicale, médecins, non-médecins et les autres, n'est-ce pas, pour qu'à travers ces échanges, que chacun, celui qui a participé, puisse améliorer sa pratique. En fait, lorsque nous faisons ça, c'est toujours pour la prise en charge des malades. Notre élément commun, c'est la prise en charge des malades qui doit être très bien assurée. Alors cette année, nous organisons une journée scientifique, mais le samedi 9 novembre. D'accord. Ces femmes vous avez décalé. Oui, on a décalé, parce que le vendredi, c'est la semaine. On a préféré repousser d'un jour. Et le thème de cette année, c'est en fait promouvoir la promotion des professionnels d'imagerie médicale. Et donc, comme vous avez commencé, les gens ne nous connaissent peut-être pas. Les gens doivent nous connaître. Nous connaître, ça signifie connaître ce que nous faisons, ce que nous valons. Parce que la médecine ne sait plus se passer de nous. Et nous, ces personnes-là, nous devons apprendre continuellement. Parce que devant nous, il y a la mondialisation. La science évolue. Maintenant, nous allons vers l'intelligence artificielle. Et donc, nous devons nous former continuellement. Et donc, c'est un jour où nous en profitons, n'est-ce pas, pour donner des conseils, partager nos expériences. Mobiliser, sensibiliser encore, respecter l'éthique. Exactement, parce que nous avons beaucoup de choses à faire qui commencent par l'accueil du malade. D'accord. Lorsqu'on accueille les malades, il faut de stratégie pour qu'ils vous fassent confiance. Nous devons exécuter les examens. Et c'est pour exécuter les examens, il faut avoir appris les incidences, les positions de chaque examen. Tous les préalables. Donc vous allez évoquer tout ça dans la journée. Absolument. D'accord, parce que nous sommes à la fin de notre temps. Juste, M. Jean-Claude, un mot, attente de cette journée-là, qu'est-ce que vous attendez? Juste un mot, on a fini. C'est pour nous une journée qui doit non seulement réveiller notre conscience professionnelle, mais nous armer davantage pour affronter l'avenir. D'accord. Ce retrouvaille festive doit nous permettre de bien nous ouvrir dans la vision de l'avenir. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, qui mettent terme à cette émission ce jour sur l'imagerie médicale. Vous avez découvert beaucoup de choses, moi également. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à Madame Marie-Josée Mwakadiela. Merci à Monsieur Jean-Claude Lumbou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique. La suite au prochain numéro. Au revoir.